Bonjour et bienvenue dans la partie 1.1 de notre cours sur Kubernetes. Aujourd'hui, on va regarder comment créer et exécuter notre cluster de Kubernetes avec K3D et on va voir comment déployer des applications simples sur notre cluster. Mais avant de commencer à faire ça, on va se demander qu'est-ce qu'on veut faire avec Kubernetes? Quelle était la problématique qu'on voulait régler? Donc, on va commencer avec une petite définition des microservices. Donc, les microservices sont en contraste aux applications monolithiques. Donc, les applications, les serveurs monolithiques, c'est en gros la manière qu'on a fait les choses depuis le début de l'ère informatique, où j'ai un serveur, j'installe un paquet de logiciels, je configure pendant longtemps tous ces logiciels-là et j'espère que tout est fonctionnel. Puis si j'ai besoin de mettre quelque chose à jour, je croise mes doigts qu'il n'y a rien qui casse puis qu'il faut que je retourne derrière essayer de trouver qu'est-ce qui s'est passé. Donc, les microservices veulent être une version plus petite, okay, des différents éléments de notre application monolithique. Donc, les différents services vont être chacune des petites applications, chacun des petits services, chacune des petits éléments configurables qu'on va pouvoir avoir dans une architecture complète d'un serveur. Donc, les microservices ont été développés pour être capables d'être facilement remplaçables, donc de tendre vers 0% de downtime, donc que ça soit tout le temps fonctionnel, qu'on soit capable de facilement isoler les données et les différents processus autour de ces données-là, puis aussi d'être mieux capable de refléter l'organisation ou la structure de notre application, de nos différents projets. Donc, on a déjà commencé à travailler avec ce principe-là d'isolation de données avec la technologie de Docker. Donc, la technologie de conteneur était le premier pas vers les microservices qui nous permettait d'isoler et de commencer à travailler avec des configurations complètement séparées de l'exécution de ces différents outils-là. La problématique avec Docker, c'est que c'était limité à un seul ordinateur. Donc ici, je peux penser à un problème où qu'est-ce qui arrive si j'ai 3 processus ou 3 différents services, comme on l'avait vu dans les Docker Compose, qui sont trop lourds pour être exécutés sur un ordinateur ou même 2 ordinateurs. Comment je fais pour répartir la tâche de travail sur plusieurs ordinateurs, puis être capable de contrôler ça de manière facile et conviviale. Parce que je ne veux pas avoir à aller sur le premier ordinateur, commencer à taper des commandes, switcher sur l'autre ordinateur, même si c'est par SSH, commencer à partir les deuxièmes services et ainsi de suite. J'aimerais ça être capable d'avoir un point central de configuration et qu'à partir de là, tout soit capable d'être géré. Parce que, évidemment, si on pense à un problème avec une application qui est capable de rouler sur 2-3 ordinateurs, on peut penser à un problème qui a besoin de rouler des applications sur 100, 500, 1000 ordinateurs en même temps. Ça devient complètement ingérable de faire ça de manière manuelle. Donc, Kubernetes se veut être un orchestrateur de conteneurs. Donc, son but, c'est d'être capable, on va aller voir un petit schéma qui nous permet de mieux voir qu'est-ce qui se passe. Donc, le principe de Kubernetes, ça va être un logiciel qui va s'exécuter sur plusieurs ordinateurs et qui va être capable de répartir différentes configurations de logiciels, différentes configurations de ce qu'on va appeler des déploiements pour être capable de automatiquement partager le travail, automatiquement être capable de mettre à jour différents outils, différentes images, différentes applications,
être aussi capable d'avoir une gestion automatique des différents problèmes possibles que notre application pourrait avoir. Donc le principe ici, c'est on a on appelle le control plane, ou on pourrait l'appeler l'orchestrateur ou le serveur central, qui est capable de communiquer avec différents nodes. Okay? Donc quand on parle de nodes ici, là, habituellement on parle d'ordinateurs physiques différents qui est capable d'exécuter différentes tâches de Kubernetes. Donc, on a un serveur central, l'orchestrateur, avec lequel moi, je vais pouvoir communiquer. Donc, ce n'est pas nécessairement mon ordinateur local non plus. L'orchestrateur est aussi un ordinateur externe. Et on a différents nodes qui sont différents ordinateurs qui vont tous être capables d'exécuter des tâches que je vais définir, que je vais configurer. Donc, tous ces éléments-là ensemble, okay, représentent ce qu'on appelle un cluster de Kubernetes. Donc, le cluster de Kubernetes a besoin minimalement d'un serveur qui roule, okay, l'orchestrateur avec lequel moi, je vais pouvoir communiquer. Et on va avoir aussi différents nodes qui vont être capables de rouler les différentes tâches que j'ai besoin d'exécuter dans l'exécution de mon travail. Donc, on a ici le principe, si, mettons, on connaît cette commande-là, le Docker Run, bon, on a une application critique, okay, mettons une application bancaire là, qui gère les transactions des banques. Puis, malheureusement, cette application-là est possiblement pas si bonne, ça se peut qu'elle plante, ça se peut qu'elle devienne unresponsive, donc qu'elle arrête d'interagir, qu'elle bloque à l'intérieur. Avec Docker, on n'a pas de manière de gérer ça facilement, il faut que ce soit complètement manuel. Donc, Kubernetes va aussi nous permettre de regarder la fiabilité de notre système. Donc, de détecter qu'il y a des problèmes avec les applications, d'automatiquement les repartir, de me générer des rapports par rapport à ce qui s'est passé. Donc, on est vraiment plus capable de voir ce qui se passe à l'intérieur. Donc, si vous voulez avoir une vision plus large de Kubernetes, on a sur le site un petit comic que vous pouvez lire d'une histoire de quelqu'un qui veut commencer à utiliser Kubernetes et pourquoi c'est en anglais. Par contre, puis aussi, on a une deuxième vidéo explicatif. Ici, on n'oublie pas que quand on est sur des vidéos sur YouTube, on peut toujours aller chercher les sous-titres, puis les sous-titres peuvent être automatiquement traduits en français dans le besoin. Donc, si on revient, je peux les mettre en français, puis être capable de voir le contenu de la présentation qui va faire le tour de qu'est-ce que Kubernetes est capable de faire. Nous, on n'a pas directement accès à 5-6 ordinateurs dans notre chez nous. Hein? Donc, ce que nous, on va faire, c'est qu'on va simuler cet environnement-là avec les logiciels dont on a parlé dans la partie 0, qui est K3D. Donc, K3D, qui est en fait un déploiement de Docker de la distribution K3S. Donc, K3S serait le système que tu voudrais installer sur chacun de tes nodes, sur ton serveur central. Et ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir des conteneurs de Docker pour chacun de ceux-là. C'est seulement un environnement de simulation, donc qui va nous permettre en fait de vivre l'expérience de Kubernetes localement sans avoir à aller débourser pour aller chercher soit une plateforme infonuagique qui nous permettrait de gérer ça, ou sinon d'acheter nos propres serveurs, notre propre infrastructure, qui n'est pas exactement dans notre budget étudiant. Donc, K3D me permet de créer un cluster local. Comment est-ce que ça fonctionne de créer le cluster local? Bien, maintenant que j'ai installé, donc il faut déjà avoir Docker d'installer, hein? Ça devrait déjà être fait. On a installé kubectl qui me permet de me connecter à un cluster. Donc kubectl, ça c'est comme
l'outil de base de Kubernetes, c'est certain que j'ai besoin de ça. Puis là, pour notre simulation à petite échelle, on va avoir Quad 3D qui va me permettre de créer un petit cluster sur mon ordinateur. Donc, pour créer le cluster, on peut avoir la commande create qui va aller chercher les différentes images, qui va partir les différents agents. Donc, puis après ça, qui va me laisser travailler avec ça avec kubectl. Donc, le principe ici, c'est qu'on s'est créé une simulation. Si je regarde dans ma partie de Docker, on a ici notre serveur, OK? En fait, notre serveur qui est ici. On a un load balancer qui est automatiquement intégré, là, un équilibreur de charge. Puis on peut voir ici qu'on s'est créé 2 nodes qui vont être capables de faire les différents travaux que je vais demander. Donc, avec ça, on va être capable de commencer à travailler avec kubectl. Donc, le principe ici, c'est que lui est capable de travailler avec un port spécifique. Puis kubectl, en ce moment, a automatiquement été configuré pour être capable de travailler avec ce cluster-là. Donc, maintenant, je peux aller utiliser ma commande de kubectl. Et avec la commande cluster info, on est capable de voir qu'on est en train d'exécuter sur le cluster que je roule à partir de mes containers Docker. Donc, si je n'avais pas eu K3D, si j'avais dû utiliser, mettons, une infrastructure info nuagique, kubectl a aussi des commandes pour se connecter à des clusters externes. On va aller voir ça plus tard dans le cours, si on se rend à la partie 3. Donc, pour l'instant, on se connecte à notre infrastructure locale de K3D avec différents containers pour être capable de travailler avec. Quand on a terminé, on peut dire à K3D de terminer le cluster, donc ça va arrêter les différentes images de Docker. Puis on a le cluster start qui permet de le repartir. On peut aussi détruire le cluster quand on a terminé complètement, puis qu'on ne veut plus du tout utiliser les différents déploiements avec le K3D cluster delete. Donc on a sur notre ordinateur un cluster qui s'exécute. On est prêt à déployer des applications sur ce cluster-là. Donc, ce qu'on veut faire en ce moment, c'est déployer une application de la même manière qu'on déployait des applications avec Docker. Mais le principe, c'est que l'application ne sera pas gérée localement sur mon ordi local. Le principe, c'est que je vais communiquer ce que je veux faire à mon cluster, puis le cluster va automatiquement gérer le fait de aller chercher l'application, partir l'application, si elle plante, la repartir, et ainsi de suite. Donc, on va voir qu'il y a beaucoup de synergie, il y a beaucoup des mêmes concepts qui viennent avec Docker, mais c'est vraiment un niveau conceptuel au-dessus. Hein? On n'est plus directement en train de toucher au conteneur. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va orchestrer les conteneurs. On va donner c'est quoi le plan, puis le cluster va mettre ce plan-là en action. Donc, par exemple, ici, on va utiliser, puis la majorité du temps, hein, c'est de l'orchestration de conteneurs. Et si on parle de conteneurs, on va parler aussi d'images des différents conteneurs. Donc, les images de ces conteneurs-là, ça va être les mêmes qu'auparavant. Donc, on va pouvoir aller retravailler avec nos images du Docker Hub pour être capable de facilement déployer des applications. Ici, par contre, il va y avoir un gros bémol par rapport à ce qu'on faisait auparavant. Dans la partie de Docker, il arrivait souvent qu'on construisait nos propres images, puis ces images-là étaient ensuite exécutées sur mon système dans mes conteneurs.
Là, la problématique, c'est que je contrôle à distance mon cluster. OK, là, en ce moment, je vais toujours faire à semblant que c'est comme si c'était pas sur mon ordi, là, même si on a vu qu'avec K3D, ça l'était. Donc, on a ici le principe d'accès à une image. Donc, par défaut, quand on va vouloir travailler avec des images et Kubernetes, on va aller les chercher sur le registre de Docker Hub. Hein? Donc, qu'on avait travaillé avec durant la partie de DevOps with Docker. Donc, le Docker Hub avait un paquet de différentes images pour être capable de travailler avec. Mais plus particulièrement, si j'ai besoin de moi-même construire des images, je ne pourrai pas directement les utiliser dans mon cluster. Pour utiliser des images que je vais avoir moi-même construites, je vais devoir les envoyer sur le Docker Hub et le cluster va pouvoir les télécharger du Docker Hub. Donc, on avait vu dans notre première partie de DevOps avec Docker comment envoyer des images sur le Docker Hub. Ça va être notre seule manière de partager les images avec notre cluster. Il existe des fonctions pour importer des images, là, mais ça, c'est pas une bonne pratique parce que ça marche seulement quand ton environnement est local, ce qui est un peu l'antithèse de Kubernetes. Donc, on n'utilisera pas ça. Donc, on avait vu le principe de quand tu es en train de construire une image, tu peux la taguer, puis après ça, tu peux la pusher sur le registre pour être capable de l'utiliser. Au fur et à mesure que vous allez travailler, il y a un dépôt, OK, avec différentes applications qui sont déjà préfaites. Donc, il y a ici beaucoup d'applications qui sont fournies par le cours. Là, on va pouvoir les utiliser. Comme ici, on a le DevOps with Kubernetes App 1. Donc, si vous êtes intéressé, là, vous pouvez aller voir c'est quoi l'application elle-même. C'est juste pour votre curiosité personnelle. C'est pas nécessaire d'être familier avec la création d'applications web. Donc, j'ai une image, okay, qui est sur le Docker Hub, sur l'utilisateur JAkusa, puis c'est l'application DWK-App1. Je préfère un Docker Run de ça, mais nous, on veut le déployer sur notre cluster. Donc, pour faire le déploiement, comment est-ce que ça va se passer? On va utiliser notre commande kubectl, puis on va voir que c'est très semblable à ce qu'on fait avec Docker, où c'est qu'on a une première commande, ensuite on a comme des sous-menus des différentes commandes. Donc, je vais avoir le kubectl. Juste par défaut, le kubectl, comme pour Docker, a plein de sous-menus. Okay? Donc, on va utiliser les sous-commandes de création parce qu'on veut créer un nouveau déploiement. On va... Donc, la commande create me permet de créer différents éléments. Donc, on va voir qu'il n'y a pas juste le principe de conteneur, il va y avoir un principe de déploiement. Et à partir de là, on va y donner un nom. Donc ici, ça suggère hashGenerator-dep pour déploiement. Puis après ça, on va y donner les options qui vont nous dire quelle image utiliser pour ce déploiement-là. Donc l'image utilisée et le déploiement a été créé. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand je crée un déploiement, je donne un plan à mon cluster, puis le cluster, lui, va mettre en action ce plan-là. Donc, comment est-ce qu'il va mettre en action ce plan-là? Lui, ce qu'il va faire, c'est que avec ma commande ici, où c'est que j'ai dit « utilise une image pour être capable de rouler ça », lui va rouler ça à l'intérieur de ce qu'on appelle un pod. Donc, un pod, c'est l'unité de travail la plus petite pour Kubernetes. Donc, habituellement, ça va contenir un conteneur, OK?
Donc, ça se peut qu'il y en ait plusieurs conteneurs, mais on va juste voir plus tard vraiment ces configurations-là avancées. La majorité du temps, on va pouvoir mettre notre concept de conteneur synonyme au concept du pod. Ici, une deuxième commande disponible quand on travaille avec kubectl, c'est la commande explain. Donc, kubectl me permet de savoir, bon, c'est quoi un pod? Donc, ça me donne ici un gentil texte qui me permet de savoir, ben, c'est quoi un pod? Donc, on peut voir ici, c'est une collection de conteneurs qui va rouler sur un host, en fait, sur un de nos nodes. Deuxième question qui vient avec ça, hein, c'est quoi un déploiement? Donc, un déploiement, ça porte bien son nom, hein, c'est quelque chose qui va déployer une application. Donc, le principe du déploiement, ça va être en gros l'architecture de l'orchestration de notre conteneur. Hein, puis ici, on vient de dire que quand on parle de conteneur là, dans le monde de Kubernetes, on parle de pods. Le déploiement va faire la gestion des différents pods qu'on a besoin d'établir, de mettre en service sur notre cluster. Fait que si ici, je vais chercher mes différents déploiements, on peut voir ici qu'en ce moment, j'ai un déploiement. On peut voir ici qu'il est disponible, puis on peut voir ça fait combien de temps qu'il existe. Puis à l'intérieur du déploiement, il va y avoir un ou plusieurs pods de disponibles. Donc on peut voir ici qu'il y a un de 1. Hein? Donc il y a un pod qui a été activé, qui a été mis en service pour gérer notre déploiement. On peut utiliser la commande get pour aller chercher les différentes informations. Donc ici, on utilise le get pods qui me permet de voir le nom du pod. Donc en fait, l'exécution se passe dans le pod. Puis cette exécution-là est gérée par le déploiement. Donc on peut voir ici aussi que le nom du pod a eu des... Bon, on voit que c'est le même nom que le nom du déploiement, mais on peut voir qu'il y a eu des ajouts qui ont été faits. Donc dans le nom, on va avoir deux informations additionnelles qui vont venir identifier ce pod-là spécifique. Parce qu'on va voir que si j'ai besoin de rouler à l'intérieur d'un même déploiement 4-5 pods avec la même image, il va falloir les identifier avec des numéros génériques. Donc, le principe, c'est que par défaut, on va avoir ce qu'on appelle un replica set. Okay, donc, par défaut, la manière de faire un déploiement, la planification du déploiement, c'est de dire j'ai besoin d'un certain nombre de pods avec telle image. Okay, fait que j'ai besoin de 5 pods avec l'image de Nginx. J'ai besoin de 3 pods avec l'image de MySQL. Donc, le replica set va gérer une panoplie de pods. En ce moment, par défaut, on en a juste un qui a été demandé. Fait qu'on a le numéro du replica set, au cas où qu'on ait plusieurs déploiements avec ce nom-là. Puis après ça, on a le nom du pod qui serait unique à chacun. On peut aller voir le contenu de notre pod en utilisant, ben pas le contenu, là, mais les sorties avec la commande logs. Donc, il faut que j'aille chercher le pod. Hein, c'est le pod qui exécute des choses en réalité. Donc, il faut que j'aille chercher son nom à lui pour aller voir ses logs à lui. Donc, le principe ici, c'est juste une application qui sort à toutes les 5 secondes une chaîne de caractères random. On peut voir que c'est fonctionnel. Si je veux, je peux même le mettre avec l'option F en mode watch et je peux voir à toutes les 5 secondes un nouvel élément qui s'ajoute à mon log. Excellent.
On va revenir pour les exercices. Fait que deuxième section de notre déploiement, la majorité du temps, quand on va vouloir faire un déploiement, on ne voudra pas directement utiliser cet outil-là. On va voir que ça devient problématique, okay, de toujours vouloir écrire la commande. Un peu comme quand on travaillait avec les Docker Run puis les Docker Stop, on s'est créé des outils pour être capable d'avoir des fichiers de configuration à la place d'avoir à écrire tout le temps les commandes. Ici, par contre, ce qui est intéressant, c'est que on peut changer notre déploiement avec le kubectl. Fait que je peux, avec le kubectl, on avait eu notre create deployment. Là, on va agrandir notre deployment. Donc, on change le scale. Et on va aller chercher notre hGeneratorDep. Et qu'est-ce qu'on va y faire faire? On va changer, on a parlé du replica set, hein, donc d'être capable d'avoir un seul pod en même temps. Ben là, je vais aller dire, parfait, je veux que tu changes le nombre de répliques. Fait que si je retourne voir les déploiements, on peut voir que j'ai maintenant 4 pods d'activer. Et je peux voir avec mon getPods que j'ai un pod qui était le même que tantôt, qui roule, mais que j'en ai 3 nouveaux qui ont été rajoutés à mon environnement. On peut aussi changer l'image qui est utilisée de manière dynamique. Hein, donc ici, si on voulait faire ça dans Docker, ça deviendrait très compliqué d'avoir ça d'une manière qui est automatisée. C'est vraiment là que l'orchestration de conteneurs vient en jeu. Fait que je peux avoir ici un setImage. On set l'image de ce déploiement-là, hein, parce qu'on peut en avoir plusieurs. En ce moment, on en a juste un. Puis, on peut changer ici l'image. Donc, on voit okay, que pour cette application-là, je mets l'image avec ici le tag. Ici, ça utilise un numéro de commit, mais ça pourrait être un tag comme latest, la dernière version, LTS, et ainsi de suite, comme on a vu avec les tags sur les images de Docker. Donc, automatiquement, ça l'a, encore une fois, modifié le contenu de mon déploiement, puis ça devrait avoir changé toutes les images. Donc, on peut voir ici, il est en train de... On a eu un moment aussi qui est en train de faire qui basculait les différents pods. OK? Donc, on peut voir ici, il est en train de arrêter notre ancienne version et il a rebasculé puis il a fait exécuter 4 nouveaux pods, okay, avec les nouvelles images que j'ai identifiées. Fait que si je veux arrêter ce déploiement-là, hein, donc si je veux que les différents conteneurs dans les pods arrêtent de s'exécuter, ben je peux, encore une fois, hein, je suis le maestro, je suis un orchestrateur, je ne vais pas directement dire arrête les éléments, je vais juste dire arrête le plan de déploiement, puis lui va automatiquement faire la gestion des différentes images. On va arrêter mon déploiement, puis si je vais chercher les pods, je peux voir que il est en train de arrêter chacun des pods un après l'autre, puis une fois qu'il est terminé, ben on n'a rien qui existe par la suite. Parfait. Donc,
comme pour Docker, on n'utilisera pas si souvent directement les outils de création, de déploiement, parce qu'on va y aller d'une méthode qui est plus sécuritaire, qui va utiliser des fichiers de configuration. Donc, on avait vu dans notre deuxième partie de DevOps with Docker le principe de Docker Compose, qui me permettait d'écrire des fichiers de configuration pour configurer mes déploiements. Ben, ça va être le même principe avec Kubernetes. On va se créer des fichiers pour gérer le déploiement de nos applications. Donc, c'est des fichiers YAML, le même type de fichier. Puis on va voir qu'en fait, ça ressemble beaucoup. Donc, on va créer ici, juste par principe, un petit dossier manifeste. C'est une convention. Puis on va se créer un fichier deployment. À l'intérieur avec les informations suivantes. Donc, à l'intérieur de ce fichier-là, on va avoir toutes les informations qu'on a besoin pour faire un déploiement à partir d'un fichier. Donc, on n'ira pas dans les détails de toutes les différentes sections pour l'instant, mais on peut voir les principes fondamentaux. Donc, premièrement, on est en train de faire un déploiement. Ben, ça ici, c'est assez simple par rapport à ce qu'on est en train de faire, mais ça l'indique qu'il y a d'autres types de services, d'actions que je peux faire avec Kubernetes, autres que des déploiements. On va les voir au fur et à mesure. Donc ici, c'est comme la version du fichier de configuration, un peu comme la version de Docker Compose. On donne un nom à notre déploiement. Puis ensuite, on donne la spécification de notre déploiement. Donc, on peut voir dans la spécification, on y donne un nombre de répliques à avoir. Donc, on en a juste une. Pour l'instant, on va mettre de côté ces deux éléments-là. On va aller voir ici la spécification des conteneurs. Donc, la spécification des conteneurs, je peux y donner un nom. Puis, je peux spécifier une image. Donc, cette image-là va être automatiquement tirée du Docker Hub pour être capable de faire mon déploiement. Donc, pour être capable de mettre en action ce fichier-là, ce qu'on va faire, c'est on va utiliser la commande, donner un petit peu de place, kubectl, puis ça va être la commande apply qu'on va faire. La commande apply peut prendre comme option un fichier. Donc, on va aller chercher mon fichier de déploiement. Puis, ça va aller lire le fichier. Ça va aller regarder la configuration. Puis, je peux voir ici que ça a généré mon déploiement de tantôt. On peut déliter à partir d'un fichier aussi. Donc, on peut faire un delete. Et on peut voir que c'est délité. Deux éléments intéressants par rapport au apply. Si premièrement, on refait notre apply initial, on fait on regarde nos deployments, on peut voir qu'il est disponible. Là, ici, ce qu'on va faire, c'est si je veux changer cette configuration-là, je peux ici changer mon nombre de répliques et réappliquer le même fichier. Et on peut voir qu'il n'a pas créé un nouveau déploiement. Il a déjà vu que ce déploiement-là existait. Il a été voir c'était quoi les différences, puis il devrait avoir appliqué seulement la différence. On peut voir ici qu'on est maintenant rendu à 4 pods pour ce déploiement-là. Donc, encore une fois, le but de kubectl, c'est de faire de l'orchestration de conteneurs. C'est capable de gérer comment est-ce qu'on travaille autour de notre environnement. Parfait.
On a aussi une deuxième possibilité, donc on va refaire delete. C'est possible d'utiliser des déploiements qui viennent de l'extérieur. Donc, n'ayant pas ce fichier-là, là, OK, je pourrais aller le chercher d'un endroit externe. OK. Ici, ce fichier-là, c'est littéralement le même qu'on vient d'avoir, mais qui est sur un site web. Donc, on peut voir ici que ça a quand même créé le déploiement. Et on l'a, OK, de disponible. Parfait. Donc, quand on va travailler avec des déploiements avec Kubernetes, comment ça va se passer? Ben, on va avoir, si admettons je veux gérer une application que je construis moi-même, je vais construire mon application, j'y donne un tag, je vais push ce tag-là dans le repo de Docker Hub. Puis une fois que cette image-là est disponible sur Docker Hub, je vais pouvoir aller l'insérer dans mes fichiers de configuration de Kubernetes et je vais appliquer ce fichier de configuration-là pour dire voici la dernière version, voici la version que je veux que tu utilises pour ce projet-ci. Et ça fait le tour de nos premiers déploiements avec Kubernetes et K3D.